Merci beaucoup Frédéric. Je remercie également Julie pour la co-organisation de ce colloque et tous les intervenants de taille. Donc j'ai vraiment une grande responsabilité d'être la dernière. Je voudrais préciser que donc je suis professeure, mais je suis également chercheuse en relations internationales en anglais, donc j'ai une formation anglophone et militante auprès des institutions européennes et des Nations Unies. Et au cours donc de notre parcours et engagement pour la défense des droits des femmes, on a soutenu les femmes ukrainiennes au début de la guerre en Ukraine et on a remarqué qu'il y a vraiment des défis à relever, surtout pour que l'Ukraine soit membre de l'Union européenne, notamment l'égalité hommes-femmes, l'égalité salariale et surtout la lutte contre la corruption. Donc il y a trois vraiment axes importants pour que l'Ukraine accède à l'Union européenne et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces axes importants et il ne faut pas vendre des rêves en disant que l'Ukraine va accéder à l'Europe facilement. Il faut vraiment faire beaucoup de travail au niveau de l'égalité salariale, au niveau de l'égalité hommes-femmes et au niveau de la lutte contre la corruption. Donc dans mon discours que j'ai préparé, il y a vraiment des recherches par rapport à tout ce qui est corruption, lutte contre la corruption, mais aussi la sécurité alimentaire. C'est un problème que tout le monde donc rencontre face suite à cette guerre, mais aussi il y a le problème de la destruction de l'Ukraine, la culture ukrainienne, les sites, et également, dernièrement, le problème de la guerre climatique et l'impact sur l'environnement qui est très très important. Je pense que tous les jeunes ici sont vraiment sensibles à cette cause et je pense que tout le monde doit être sensible à la lutte contre le réchauffement climatique et surtout le nucléaire. Donc la lutte contre la corruption, plusieurs responsables américains ont déclaré à CNN que les États-Unis exhortaient de plus en plus l'Ukraine à faire davantage pour lutter contre la corruption au sein du gouvernement, envoyant plusieurs avis à Kiev ces dernières semaines indiquant que certains types d'aide économique des États-Unis seraient impliqués dans le progrès de l'Ukraine dans la réforme de son système politique. L'engagement de l'administration Biden à soutenir l'armée ukrainienne reste intact, mais des responsables ont récemment indiqué clairement que d'autres formes d'aide américaine pourraient être menacées si l'Ukraine ne faisait pas davantage pour lutter contre la corruption. Le Congrès n'a pas encore approuvé la demande de l'administration de 24 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l'Ukraine. Certains républicains, je cite, sont réticents à fournir ce montant sans surveillance stricte et sans aucune condition. Le message adressé aux Ukrainiens a toujours été que si l'un de ces fonds était détourné, cela mettrait en péril toute l'aide américaine. Et pour ça, les Ukrainiens sont vraiment conscients de ce challenge par rapport à la lutte contre la corruption. Le deuxième volet, c'est que le fait que cette guerre a commencé depuis février 2022, il y avait vraiment un abus sur le marché de l'énergie. Et le document de la Maison-Blanche précise que la mise en œuvre de cette loi de type européen que l'Ukraine doit respecter aura lieu avant 2024. C'est-à-dire il doit avoir lieu avant avril 2024. Par conséquent, soutenir l'Ukraine, c'est la bonne chose à faire, mais il n'y a pas de tout évident que le type de soutien que nous apportons soit la bonne manière de défendre l'Ukraine. Plus cette guerre fera rage, plus les Ukrainiens quitteront leur patrie et plus leurs foyers, leurs villes, leur industrie et leurs économies seront dévastées. Donc il y a une destruction des villes ukrainiennes, mais aussi de l'économie, de l'industrie, de la ville. Donc cette guerre est une guerre destructrice et le progrès de la Russie pourrait être ralenti, mais il est hautement improbable qu'elle soit stoppée. C'est ce que l'ambassadeur Haro a signalé et tous les autres intervenants.
Et du coup, il ne se passe pas un jour sans qu'un haut responsable politique occidental déclare que l'Ukraine réussira et que la Russie échouera. Cela remonte définitivement le moral, mais c'est clairement, ça n'a pas de sens. Le fait qu'au fil du temps, de plus en plus de villes ont été détruites et sont tombées dans les mains des Russes. En 2 mois, la zone sous contrôle russe, initialement uniquement la région séparatiste du Donbass. Si la Russie continue à subir une défaite à ce rythme, alors dans 2 mois, tout le sud de l'Ukraine sera en ruine. Et la guerre menée par la Russie en Ukraine annule des progrès durement acquis en matière de développement et détruit la sécurité alimentaire mondiale. Mais alors que la guerre illégale menée par le président Poutine se poursuit, ses effets dévastateurs se font sentir bien au-delà de l'Ukraine. Leurs actions érodaient les acquis durement acquis en matière de développement et nuisent à la reprise mondiale. Avant l'invasion russe, les agriculteurs ukrainiens nourrissaient 400 millions de personnes dans le monde. Les fermes ukrainiennes produisaient 8 à 10% des exportations mondiales de blé et 10 à 12% des exportations de maïs et d'orge. L'Ukraine a fourni plus de 50% du blé au programme alimentaire mondial en 2022. Un programme pour aider les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Donc, on a aussi un effet sur la sécurité alimentaire. La guerre menée par la Russie en Ukraine annule des progrès durement acquis en matière de développement et détruit la sécurité alimentaire mondiale. Aujourd'hui, Poutine ne se contente pas de détruire les céréales de base, il vise également la capacité de l'Ukraine à exporter des produits agricoles dans les années à venir. Depuis que la Russie a envahi, il s'est retiré de l'initiative céréalière de la mer Noire, négociée par les Nations Unies le 17 juillet. Les bombes russes ont systématiquement ciblé les infrastructures civiles de la mer Noire. La Russie a endommagé ou détruit au moins 26 installations portuaires, des infrastructures céréalières, ainsi que les systèmes de stockage du blé. Le gouvernement ukrainien estime que ces attaques ont réduit la capacité d'exportation de l'Ukraine à 30%. Donc, les conséquences de l'attaque continue de la Russie causeront des dommages à long terme au secteur agricole ukrainien. La dernière conséquence, c'est l'action écologique. L'action écologique est élaborée et détaillée à l'intention de la communauté internationale sur des enjeux énergétiques et environnementaux. En tête de la liste figure le renforcement des capacités de réponse d'urgence de l'Ukraine, ainsi que la libération de la centrale nucléaire. L'action écologique a besoin d'aide dans ses efforts de surveillance et cela inclut la constitution de son équipe d'experts, une question qui remonte au moins à 2014 lorsque la guerre avec la Russie a éclaté. Le manque d'expertise s'applique particulièrement à la gestion des conséquences environnementales telles que les mines terrestres. L'appel à l'action ne se concentre pas uniquement sur le moment présent, il appelle à tenir la Russie responsable de toutes les conséquences de la guerre et à élaborer un programme pour la paix et la sécurité environnementale mondiale. La communauté internationale ne devrait pas non plus attendre avant de s'engager dans des projets à long terme, a déclaré Evina Zaistuko. Nous n'avons pas besoin d'attendre la fin de la guerre. La guerre a des impacts climatiques encore plus graves. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a en effet accéléré la transition énergétique, les pays prenant conscience de leur dépendance aux énergies fossiles, note Anna Ackerman. Cette situation très tragique a conduit à de nombreux changements dans la politique climatique, bien sûr au sein de l'Union européenne, mais aussi dans le monde entier. Et donc pour conclure, il y avait des pourparlers qui ont commencé en Arabie Saoudite le mois d'août dernier pour trouver un règlement pacifique à la guerre russe en Ukraine. Des hauts responsables d'une coalition de 40 pays sont réunis pour discuter et trouver un accord sur les principes de mettre fin à ce conflit. C'est le débat d'une série de négociations et de solutions diplomatiques afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. Reste à inclure la Russie dans ce moment des négociations.
parce que les Russes n'étaient pas inclus à la table de négociation en Arabie Saoudite au mois d'août dernier. Face à cette tragédie, des milliers de morts et blessés, on doit se poser les bonnes questions. Pourquoi les moyens diplomatiques sont si faibles? Pourquoi on ne peut pas utiliser les moyens de négociation pour arrêter cette guerre? Tous les intervenants l'ont mentionné. Aujourd'hui, cette guerre est bloquée. L'offensive ukrainienne ne se déroule pas bien avec succès et la Russie ne fait pas grand-chose non plus. Donc, en attendant, il y a beaucoup de victimes, beaucoup de morts. Les femmes et les enfants sont les premières victimes et un cessez-le-feu ou gel de conflit est la meilleure option, comme l'a dit l'ambassadeur Haro. L'Ukraine est en train d'être détruite. Cette guerre déstabilise le monde. De plus, la guerre accélère la corruption en Ukraine. Et c'est ce que les médias et surtout les sources américaines l'ont cité, comme le CNN et Politico EU. Donc, on arrive à la conclusion que les sanctions, ça a marché à un certain moment, mais à long terme, restent les négociations de paix et la voie de la diplomatie qui pourrait trouver une solution à cette guerre et mettre fin à la souffrance du peuple ukrainien.